Tonight, we bring you a special presentation of the agenda with our friends from TFO, Ontario's French language TV network. I'm joined by TFO parliamentary journalist Sandra Padovani and 4 guests for a program in both official languages, French and English, on our 2 Solitudes. That's next on the agenda. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. As Canadians, we live in a country that is supposed to be officially bilingual. But if you watch television, listen to the radio, or engage on social media, you'd never know it. En effet, Steve, le Canada anglais et le Canada français coexistent dans des bulles séparées, sans trop se parler. Même si la plupart des francophones parlent l'anglais et que de nombreux anglophones ont appris le français, dans la réalité, on ne mélange quasiment jamais les deux. We're going to change that. Tonight, we have a 1-hour special program where French and English will be spoken interchangeably with all of our guests. We are broadcasting simultaneously on both TVO and TFO here at the William G. Davis Studio in Midtown Toronto. Yours truly will handle the English language hosting duties. Sandra Padovani will do the same in French. And subtitles are translating the conversation so those who are not bilingual can understand everything. Sandra, bienvenue. Thank you so much, Steve. Ça me fait un grand plaisir de partager cette émission avec vous. Same here. We're very happy to be here. Thank you so much for having us. I'm going to do mostly in English, mais je veux pratiquer mon français un petit peu, d'accord? No problem. And I will tackle the French. That's the Yes, problem. indeed. Yes, indeed. Now, I notice over my shoulder there is a flag for Franco-Ontarians. Maybe you should explain it. Expliquer un petit peu la significance de ce drapeau. Signification. Signification de ce drapeau, du drapeau, sur l'écran. Oh mon Dieu, c'était trop difficile. It was perfect, Steve. Well, thank you so much for this gesture. It's actually the Franco-Ontarian flag, as you said, and this is the 50th anniversary this year in 2025. And I wanted to add that every province and territories have their own Franco flag. So I think that's pretty interesting. Je voudrais que mon français était assez bien que votre anglais. Vous êtes incroyable. No, it took years and I'm still learning, so no. J'ai besoin beaucoup de quoi? Pratique. Pratique. Parfait. Practice, pratique. OK. Oh, allons-y, shall we? OK, c'est à vous, madame. OK. Il y a 80 ans, les Canadiens ont découvert le concept des 2 solitudes, l'anglais et le français vivant dans le même pays, mais avec peu ou pas d'interaction. Malheureusement, 80 ans plus tard, trop d'entre nous vivent encore dans ces solitudes séparées, une occasion manquée de mieux se connaître et de profiter de la culture et des coutumes de chacun. We won't solve a problem that has been more than a century in the making in 1 hour, but we can try to make a point and start a bilingual conversation in an officially bilingual country. So we will. Et pour prendre part à cette conversation, nous accueillons avec nous Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal de Kingston et à l'Université Queen's. Serge Dupuis, associate member of the Chaire for the Development of Research on French-speaking Culture in North America at Université Laval in Quebec City. Tasha Kheiriddin, chroniqueuse politique au National Post. And Yann Martel, Booker Prize winner and author of numerous books, including the mammoth bestseller, Life of Pi. Welcome, bienvenue à tous parmi nous. It is great to have you all here in our studio in Midtown Toronto for a program that, well, let's see how this goes. We've never tried anything like this before, so we're going to plunge forward. For starters, we want to understand the 2 solitudes of the country and how that is relevant to your particular backgrounds. Stephanie, why don't you start us off? Sure. Donc, j'ai grandi au Labrador comme francophone. Mes 2 parents sont francophones, le Labrador étant très majoritairement anglophone. Évidemment, j'ai terminé mes études secondaires en anglais pour ensuite reprendre les études en français dans le postsecondaire. Et aujourd'hui, je suis devenue fière franco-ontarienne depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Yann? Moi, c'est un peu le hasard des choses. Mes parents sont québécois, mais ils ont surtout vécu à l'étranger. Ils étaient diplomates. Donc, j'ai commencé à aller à l'école en premier en Alaska. Après ça, en Colombie-Britannique, Ottawa, le Costa Rica. Il y avait peu ou pas d'école francophone, donc on m'a, dès le départ, mis à l'école en anglais. Donc, je parlais français avec mes parents à la maison, mais j'ai fait toute ma scolarité en anglais. Donc, même en France, j'ai vécu 10 ans en France la première fois, même là, j'allais à l'école en anglais. Donc, j'avais toute ma scolarité en anglais, mais je parlais français à la maison et j'ai vécu 10 ans en France et 10 ans à Montréal.
Donc, c'est un peu le parcours individuel de ma vie, comme Stéphanie, en fait, qui m'a rendu bilingue. Tasha, your last name doesn't sound French or English, so how do you fit into this? Moi, je suis montréalaise errante, c'est-à-dire je viens de Montréal. I'm a Montrealer by birth. My parents are from Germany, and so both of them met in Toronto before moving actually to Montreal. Raised me in both languages because they wanted me to be bilingual. J'ai appris le français à l'âge de 4 ans des sœurs religieuses qui habitaient à côté de chez nous et quand ma mère est retournée au travail. Et j'ai fait ma scolarité dans les deux langues aussi, maternelle en français, junior school and senior school, it was called in Quebec, in English, Collège Jean Brébeuf after that, and at McGill in both, and I practiced law in French in Quebec, and now I am living in Toronto and talking with you. Comment est-ce qu'on dit en français? I am so jealous. Ah, je suis jaloux. Je suis jaloux. Exactement, je suis jaloux. Merci. Serge, à votre tour. Je suis né à Sudbury. J'ai grandi là aussi. J'ai toujours eu une connaissance ou compris les deux langues, mais on parlait français chez nous. J'ai un grand-père puis des membres de la parenté qui sont anglophones, d'autres membres de la parenté qui sont francophones. Donc, j'ai fait ma scolarité essentiellement en français, but I also did my PhD in English at the University of Waterloo in history. So I always took English and have read English and have tried to keep up in both languages. I've been living in Quebec City for 11 years now, so my English is rusty. Oh, it sounds pretty good to me. Same here. While you have the floor, Serge, I would like you to weigh in on this. This is a book called Two Solitudes by Hugh MacLennan. Yes. Many of us have read this when we were either in university or high school. Yes. And it really does, I mean, it goes back to the 1940s and paints a picture of what Canada was like entre les deux langues back then. Give us the background on this. A lot of prejudice in that book. Rereading it recently, I found that there were a lot of preconceptions about what French Canadians were. They were bad with money. They didn't think independently outside of the church. And there were also certain stigmatization of Anglophones to the fact that they were materialist and that they held too much to British traditions, et ainsi de suite, and that type of thing. I didn't know that much the book. I know of the concept of Two Solitudes. And I'd say in the past and still today, it does correspond to one reality. The fact that Canada has 70% of the population that is either unilingual francophone or unilingual anglophone, which means that the bilingual population, French-English bilingual that is very much in the minority. Now we have people who speak second or third languages or other languages, Indigenous languages. There's a large trilingual population in the area of Montreal, for example. But French-English bilingual population is only about 18% in Canada. But in those days, it was about 10%. So we have gained ground on that front. So the point is, much of the country can't speak to much of the country. That's right. C'est dommage. Yeah. Serge, toujours sur cette question que vous venez d'aborder un petit peu, mais comment le bilinguisme évolue aujourd'hui? Plutôt positivement, plutôt à la hausse, plutôt à la baisse? Le bilinguisme stagne, en fait, aux alentours de 18%. C'est à ce taux-là depuis le début du 21e siècle. Donc, au niveau des recensements, ça change de quelques dixièmes de pourcentage, mais finalement, ça ne change pas beaucoup. Donc, la population bilingue grandit en même temps que la population, en général, croît. Cela étant dit, le bilinguisme croît dans certaines régions plus que dans d'autres. Elle croît le plus au Québec, en particulier, auprès des francophones, des allophones et des anglophones. Le Québec, aujourd'hui, la population, c'est la province qui est la plus bilingue au Canada, alors que le taux de bilinguisme tend à reculer légèrement en Ontario et à se maintenir au Nouveau-Brunswick. Stephanie, I presume we're doing a lot better since Two Solitudes were written. What improvements have you seen? Well, I'd like to think that there are fewer prejudices against one another. On est toujours dans un certain phénomène des deux solitudes, mais je pense que la connaissance en général qu'on a vis-à-vis l'un de l'autre n'est pas celle d'il y a 80 ans. On a appris à un peu mieux se côtoyer. Évidemment, la place de la religion, qui était très importante il y a 80 ans, est très différente dans la société canadienne aujourd'hui, en particulier au sein de la population francophone qui, il y a 80 ans, était très, très, très majoritairement catholique, protestante. Or, au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec, évidemment, la religiosité est beaucoup moins présente dans le quotidien actuellement. Yann, you're from a different part of the country. What progress have you seen over the years in terms of the Two Solitudes? Well, I'd say in Saskatchewan, a fairly small province, I'd say bilingualism is not maintaining itself, I'd say. It's very hard to speak a minority language
you really have to want to speak it to keep it alive. So I'd say francophones in Saskatchewan are diminishing in numbers. It's very hard to keep it up. In Quebec, I can see it maintaining itself, I guess, because there's a real will to do it. Certainly not in Saskatchewan. To go off what Stéphanie was saying, I would make the point that there's two things. There's languages and there's cultures. Mm-hmm. You know, cultures mix very easily. You know, food's an example now. We eat foods from all around the world without thinking about it. You know, broccoli is Italian, but no one says broccoli and thinks of Italy. We just eat broccoli. So cultures mix very easily. Languages don't, because you either get it or you don't. And if you don't speak a language, it's a barrier, it's a wall, and that gets in the way. So I'd say we're doing well in Canada in terms of being multicultural, with new immigrants and all that. All these, you know, these things mix in a beautiful way. When I come to Toronto, I'm amazed at the mixture of people I see and the mixture of cultures. But languages, it's hard. You either do one or the other. There is no bilingualism. You do either one thing in one language or in the other. Well, let me push back a bit on that with Tasha. I'm sure you've been to lots of places in the world. I mean, you think of Switzerland, for example, where they have multiple languages and people go back and forth with seeming facility all the time. We don't really have that here. Have we failed to achieve something by not being able to do that? Well, I think part of it is utility, because in Europe you have to speak more than one language because everything is close. You may go to other countries. There's opportunities, and for your children also, you make an effort because you want them to have those opportunities. So they will speak. My parents spoke 3 languages: spoke German, French, and English when they came here. They had learned that in school, so it was already then. That was the standard. And I think in Canada we have bilingualism. I agree in parts of the country more because, again, it's utility. You're going to have less bilingualism where you are not going to use it on a daily basis for either work or school or play. And that's part of the issue, is that we have been settled as a country by numerous cultures from all over the world. We continue to accept new immigrants. And when they come, they may have a choice. They may say, well, I'm going to learn one of the 2 languages, right? Which makes sense for me. Am I going to learn French if I live in downtown Toronto? I will choose to learn English maybe. If I live in Quebec, I better learn French. So over time, people may pick one or the other, and then they cannot fully engage in conversation or in culture, because language and culture, I think, actually are very connected to appreciate the culture. Can I add a couple of things to S'il vous this? plaît. First of all, we tend to forget about this because we're talking about the 2 solitudes in the Canadian context. But we are in North America. And the North American culture, obviously with our neighbors to the south, make it so that there's an immense pressure to have English as a dominant language. French, the survival of French in North America is nothing short of a miracle, if you think about it in broader terms, if you forget about the Canadian context. Well, it didn't survive. Louisiana did it. Well, they did it, but they did it very much against several waves of, very restrictive laws against, for example, the teaching of French. And this is also, Ontario tried that too. Yeah, and this is also something we saw in Canadian history. Yep. But the other thing I wanted to mention is that when we have newcomers who come to Canada, actually, a lot of them are already sensitive to the fact that there is more than one language that's spoken in Canada. And when you look at statistics, allophones, newcomers who don't have French or English as a mother tongue, are actually more inclined to value bilingualism than unilingual anglophones who already live in Canada. So we need to be careful when we talk about folks who arrive to Canada and who don't have knowledge of one of these 2 languages, because multiculturalism started because of this history of tolerance that we had towards each other. And I think that's important to put back in context. Actually, I don't think it's a history of tolerance. I think multiculturalism was a fact which we've always had in this country. From our earliest days, we have had many different cultures, predominantly English and French at the start, with Indigenous people who were here. But the concept of multiculturalism as a policy or a state multiculturalism was introduced to dilute the French and English fact and the pressures that were felt in the 1960s around Quebec separation. And Pierre Elliott Trudeau, he saw this as a means of a sort of an escape valve for those pressures that were literally trying to tear the country apart for the better part of 40 years, and 2 referenda subsequently, and terrorist attacks that were happening in my neighborhood in Saint-Hubert in Quebec. There was the killing of Pierre Laporte. He was found actually at the end of our street in car. This is the Quebec Labour Minister. Yes. So it was a very big reality at the time on the ground, and multiculturalism as a concept, there's difference between reality, which I think we have,
and the politics of it, which I think has actually been negative in many ways, but has also been designed to dilute bilingualism, and I think has had that effect over time. J'ai une question maintenant pour Stéphanie et Serge. Je me posais comme question, considérez-vous que le Québec et les francophones conservent finalement des rancœurs par rapport aux répressions francophones du passé qui ont été très nombreuses et d'ailleurs dont les anglophones n'ont pas nécessairement conscience? Oui. Si vous voulez, en fait, j'ai réfléchi à cette question-là parce que je me suis dit on aurait pu avoir une longue liste. Mais si on veut s'en tenir à 3 points, j'ai l'impression qu'on pourrait parler peut-être de désaccords ou de conceptions différenciées de ce qu'est le Canada. Je commencerai avec le fédéralisme. Les Canadiens français ont longtemps voulu conserver, bâtir une forme d'autonomie politique. Ils croyaient que l'annexion aux États-Unis n'était pas viable et que l'indépendance n'était pas viable non plus parce qu'au milieu du 19e siècle, on avait 600 000 Canadiens français dans la vallée laurentienne. Donc, l'idée du fédéralisme des Canadiens français, comme Arthur Silver l'a démontré dans sa thèse, c'était une forme d'État associé, vraiment un fédéralisme où on aurait beaucoup de compétences locales au sein des gouvernements provinciaux. Les anglophones, qui étaient d'origine britannique, davantage, avaient l'impression que les provinces étaient une source d'irritation et que petit à petit, on évoluerait vers un parlement britannique, centralisé, sans vraiment d'assemblée régionale. Donc déjà là, il y avait un désaccord sur ce que le fédéralisme pouvait et pourrait être, et je dirais que ce désaccord-là se poursuit encore aujourd'hui avec le gouvernement de François Legault. Deuxièmement, pour les francophones hors Québec, il y a la question d'accès à l'éducation. On a longtemps privé les francophones d'un accès équitable en éducation, soit par des lois qui limitaient le financement aux écoles séparées catholiques ou qui ne fournissaient pas des installations de qualité égale aux francophones. Il y a d'ailleurs eu une cause à la Cour suprême, aussi tard que 2021, sur cette question-là, de l'égalité réelle de l'éducation en français. Et comme Stéphanie l'a nommé, cette forme d'autonomie non territoriale que sont les conseils scolaires de langue française. Puis troisièmement, je dirais qu'il y a un désaccord aussi sur la question démographique. Au milieu du 19e siècle, les Canadiens français formaient la moitié de la population. Au milieu du 20e siècle, on était rendu à 26 %. Aujourd'hui, on est à 21 %. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette espèce de déclin démographique-là. Le fait que le Québec croît un peu moins rapidement que l'Ontario ou la Colombie-Britannique, ça a aidé pour quelque chose. Mais il y a aussi le fait que la moitié des enfants qui naissent à l'ouest du Québec, d'au moins un parent francophone, soit n'apprendront pas le français ou vont le perdre au cours de leur vie. C'est la moitié de cette population-là. Et ça joue beaucoup contre le bilinguisme et la progression du bilinguisme. Les gens qui viennent de ces milieux-là ou qui ont de la famille francophone et qui sont incapables, pour toutes sortes de raisons, de conserver cette langue-là et de la maintenir vivante dans leur milieu. Donc, je vous dirais, il y a vraiment ces 3 enjeux-là sur lesquels peut-être il y a des différences de perspective ou une ignorance, mais j'apprends rien aux francophones en expliquant ces points-là. Ils les vivent et souvent partagent ces points de vue-là. Stéphanie, est-ce que vous, de votre côté, vous ressentez qu'il y a toujours une méfiance vis-à-vis des écueils du passé et de ce qui a été finalement refusé aux francophones ces dernières dizaines d'années? C'est que ces écueils-là, comme Serge en a fait mention, en fait, ils ne sont pas que des écueils du passé. Si on regarde la situation, ne serait-ce qu'en éducation aujourd'hui, oui, en effet, depuis 1982, on a l'article 23 de la Chaire canadienne des droits et libertés qui, sur papier, est supposé de garantir un accès à l'éducation pour les parents qui proviennent de la minorité de langue officielle dans leur province, pour que leurs enfants puissent être éduqués dans cette langue-là. Mais l'accès sur le terrain, dans les faits, les choix très déchirants que les parents doivent faire des fois font en sorte que, parce que l'école est trop loin, parce que le gouvernement provincial agit de très mauvaise foi et on a des provinces qui sont franchement, qui outrepassent l'entendement à cet égard-là, pour ne nommer que la Colombie-Britannique, entre autres, qui se sont rendus presque une demi-douzaine de fois en Cour suprême à ce point-ci sur des questions de droit linguistique depuis 1982, par le fait que le financement est inégal, ce qui fait en sorte que les écoles de la minorité ne sont en rien comparables aux écoles de la majorité. Ça prend des parents qui sont convaincus de faire ces choix-là, qui sont déchirants, ce qui fait en sorte que les écoles qu'on a actuellement sont non seulement ironiquement surpeuplées parce qu'on les bâtit trop petites, on a toujours tendance à sous-estimer le nombre d'enfants qui pourraient participer à ces bassins-là,
mais d'un autre côté, sont très peu attirantes à certains égards par rapport à ce qui est octroyé à la majorité. C'est pas pour dire qu'il y a un surinvestissement en éducation dans les provinces. On sait que les écoles de la majorité pourraient être améliorées à certains égards. Mais lorsqu'on se compare, et comme parent, c'est un choix qui doit être fait, ça devient personnellement déchirant, mais ça devient très frustrant aussi. Et en ce moment, ce qu'on constate, comme Serge l'a mentionné, c'est qu'on a plein d'enfants qui sont, selon la loi, des ayants droit dont les parents choisissent de ne pas les envoyer à ces écoles-là. Et donc, on a un phénomène où la transmission linguistique ne se fait pas parce qu'on n'a que parlé français à la maison. Et encore une fois, lorsqu'on est à l'extérieur du Québec, on a le phénomène de l'exogamie, c'est-à-dire qu'un parent est francophone, mais l'autre parent est anglophone. Souvent, le parent francophone va être bilingue, le parent anglophone ne l'est pas. Donc, la langue qui est parlée à la maison sera plus souvent l'anglais que le français. Et si on ne parle pas en français à l'école en plus, ces enfants-là, à l'intérieur d'une génération, on les perd. So, Yann, let me ask you, how much appetite for a genuinely bilingual country are you picking up in the country these days? Well, not much. In part because, let's be honest, to learn another language demands a real effort. I happen to learn the two, and I speak Spanish too, because I was living in those countries. I mean, you can't live 10 years in France without picking up French. You can't, if your parents speak French to you, necessarily learn French. And then I went to school in English. But otherwise, I said in Saskatoon, l'assimilation est galopante. It's very hard to speak French in Saskatoon. You can try to learn it in school, but then as soon as you leave the school, everything's in English. Radio, television, everyone on the street, sports, everything's in English. So it demands a real effort. Is there an appetite for that effort? I'm not sure. Other than in Quebec, and that's the one thing about separatism, is it took all of francophoneness to itself and abandoned everyone beyond the Quebec border. The federal government has made a valiant effort. Supposedly when you go to Canada Post, you can speak French. Well, you don't really, but they make that effort. But I don't think there's a real appetite, no. But is that the end of the world? I mean, let's take the example of the Irish or the Indigenous people, which is totally ignored in the two Solitudes thing, of course. They don't even talk about the Indigenous people. Many of them, the Irish and the Indigenous people of North America, have lost their native languages, and yet they didn't lose their culture necessarily. They're trying to bring that back. But can they bring back the dozens and dozens and dozens of Indigenous languages that were spoken in Canada? Probably not. But they can certainly rescue their culture. And to me, that's the essential thing. I disagree with what you said about English and I mean, culture and language being together. English, for example, there's not one English, there's dozens of English. Jamaican English is totally different from, Australian English, from North American English. English is an example of a language as a tool that can adapt itself to any number of cultures, and any language can do that. So I think the Indigenous people of Saskatchewan, for example, speak wonderful English, but they're completely Indigenous. They're bringing back their indigeneity, but just happen to using the tool called English. They strip away all the English stuff out of it, but they use it as a tool to express themselves. I think there's real appetite for that, for cultural survival. Linguistic survival, the only province that I remember as a writer seeing as being genuinely bilingual was New Brunswick. That's the only place that I've done an event that was both in English et en français. J'ai fait un événement à Moncton. Le Fry Festival. Le Fry Festival. J'ai fait un événement qui était tout à fait bilingue. On posait une question en anglais, une question en français. Et les spectateurs devaient se débrouiller. Could you say the same thing about French, though? The French I hear in Northern Ontario does not sound the same as the French I would hear in Quebec or in New Brunswick or in Paris, France. Yeah, no. Every language can adapt to where it is. Like any animal, we adapt ourselves. So, but as I said, to keep a language alive demands a real... It's like learning an instrument. If you play the violin, it's great. You also want to learn the oboe? Go ahead. It's really hard. Je vais juste être un peu en désaccord parce que l'expérience au Québec que moi je vois, et vous avez fait allusion à ça au début, c'est qu'il y a l'évolution de cette solitude culturelle, dans le sens qu'on ne peut pas apprécier la culture québécoise sans connaître le français. Parce que la télévision, la radio, les revues, tout qui est en français, si on n'est pas quelqu'un qui parle le français, qu'on n'est pas bilingue, on ne peut pas s'immerser dans la culture. Et je suis d'accord avec les communautés autochtones, c'est sûr qu'ils préservent la culture sans avoir la langue, mais même là, il y a une difficulté parce que la tradition est orale avec ces communautés. Ils n'ont pas d'écrits qui peuvent être traduits, par exemple. Il faut avoir quelqu'un qui parle pour savoir l'histoire, qu'elle soit après peut-être transcrite en anglais. Alors là, il y a aussi un mouvement de ces communautés-là pour préserver la langue parce que
pour pleinement apprécier la culture, une connaissance au moins de base de la langue est nécessaire. Et au Québec, on voit ça, on a tout un star system complètement différent que dans le reste du Canada, qui est en français. And the people who are in that star system, they are French speakers, but they can't be appreciated fully if you can't speak some French. So, and people won't watch. They won't watch TV if they're an English-speaking Quebecer. Sometimes they won't watch French TV because they can't They don't get engage. it. They don't get it. Yeah. Puis je me demande si on pourrait être franco-ontarien sans parler français ou sans au moins comprendre le français, parce que ce qu'on produit comme culture, comme recherche, bien, ça se fait essentiellement en français et c'est très rarement traduit. Donc, qui perd la langue perd l'identité culturelle en grande partie. C'est pas nécessairement le cas en Acadie. J'allais pour dire. Où, le Congrès mondial acadien, par exemple, ça. c'est un événement qui, dépendamment de la région où ça se tient, quand même ça. bilingue. C'est Les ça. fêtes de famille, Ouais. avec justement des gens qui viennent de la Louisiane, notamment, ou de la Nouvelle-Angleterre. Souvent, c'est des gens qui ont perdu le français ça. depuis plusieurs générations, mais qui se réclament encore de Ouais. l'identité C'est ça. acadienne. Mais il Au reste niveau- que pour participer à la société civile acadienne aujourd'hui, si on ne parle pas français, on va rester très marginal. C'est ça. Et c'est la différence avec l'Ontario français, qui a une identité qui est très civique, très peu ancrée dans l'ethnicité canadienne-française. Donc, on va entendre dire des gens « My parents were French » or « My grandmother was French but I'm not French », right? Even if they are Franco-Ontarian ethnically, for example. Est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser les anglophones au risque qu'encourt la langue française de disparaître s'il n'y a pas un cadre pour la protéger? La question est bonne et c'est une réflexion que je me suis souvent faite, par exemple, par rapport au programme d'immersion. On sait qu'il y a des écoles d'immersion partout au Canada. Les parents font la ligne pour avoir une place pour leurs enfants. Mais, par exemple, les chansons qu'on apprend, les comptines qu'on apprend à ces petits-enfants-là ne sont pas les comptines que nous, on a appris dans les écoles françaises, par exemple. C'est comme si on avait créé une culture francophone pour les petits anglophones du Canada qui veulent apprendre le français. Et ça me sidère. On a des belles comptines. Pourquoi est-ce qu'on ne les partage pas? Et il y a, je pense, des associations culturelles sur le terrain qui font cet effort-là. Je pense, par exemple, au Théâtre français de Toronto ici, qui présente du théâtre en français avec des sous-titres en anglais, par exemple, pour que ça soit plus inclusif, pour que les francophiles ou même les anglophones qui sont intéressés par ces pièces de théâtre-là, mais qui ne se sentiraient peut-être pas à l'aise d'écouter cette pièce-là, cette pièce de théâtre-là sans avoir un appui, peut-être qu'on ne les verrait pas chez nous. Mais d'un autre côté, il y a un danger à ouvrir ces portes-là. Puis on l'a vu, par exemple, avec l'expérience des écoles bilingues dans les années 1970, surtout dans les milieux où la langue majoritaire est l'anglais, c'est que ces écoles-là devenaient des foyers d'assimilation. D'avoir et de maintenir des espaces d'autonomie, des espaces publics qui sortent de l'extérieur du foyer familial, où les choses se passent en français, ça demeure primordial. Et c'est là où je pense qu'il y a une tension qui n'est pas facile pour les francophones en situation minoritaire de dire « Oui, on veut être ouvert, on veut être inclusif, mais au détriment de quoi? » Et là, il y a toujours des réflexions à faire, je pense, mais de trouver le juste équilibre, c'est franchement pas facile. You know what I'm noticing, which is kind of funny? I know we're going back and forth between French and English, and I don't know if anybody in the control room is running a stopwatch on this, but it feels like a lot more French is being spoken here than English, and I think it's because French is just a lot more fun to speak than English. You think that's happening? Actually, Steve, it's so you don't understand what we're saying. Maybe that's I'm why it's picking up fun. more of this than you think. It's not too bad. Une des choses, en fait, un des problèmes, je crois, c'est la nature même de la langue. Le fait est que l'anglais, de par son histoire, et c'est plus facile d'apprendre l'anglais. Par exemple, au début de l'émission, je demandais à nos invités, est-ce que je vous vois ou je vous tutoie? Cette petite nuance est perdue en anglais. Une chose de moins à apprendre pour bien parler anglais. En anglais, c'est you. Que ce soit la reine ou le dieu ou mon enfant, c'est you. It's His Majesty. Mais en français, il y a cette distinction, comme il y a en allemand et en espagnol. Le fait est que le français est plus difficile à apprendre aussi. Le temps qu'on passe à apprendre la grammaire française, on ne fait pas ça en anglais. Moi, je me rappelle quand j'ai appris l'anglais, quand j'étais à Ottawa, on n'enseignait pas la grammaire anglaise. La grammaire anglaise n'existe pas pratiquement. Il y a who, whom, des petites nuances comme ça, mais sinon, l'anglais, c'est comme si on l'absorbe. Ouais. Le français, c'est pas le cas. Le français, c'est tellement... Et en plus, je remarque aussi, on le remarque tous, les anglophones, quand on fait une faute, pratiquement personne ne le remarque. Ouais. C'est anyway.
It's not anyways. Anyways with an S is not an English word. It doesn't exist. But whatever. Who cares? Pas le français. Quand quelqu'un parle français et on fait une faute, automatiquement, on le remarque. Peut-être qu'on dit rien parce qu'on est poli, mais on le remarque. Et c'est la nature du français qu'on remarque les fautes, on ne le fait pas en anglais. Donc, il y a une espèce de générosité dans l'anglais qui le rend plus facile à apprendre, qui n'existe pas en français. We've got 3 pieces of tape that we're going to play during the course of our discussion here. And we asked for some input from additional voices, the first of whom is, okay, aidez-moi ici. C'est Béatrice René Descaries. René Descaries. Is that You got I it. pronounced it pretty well then. You got it. Okay. A Quebecer studying theatre at Sheridan College in Ontario. So Sheldon, s'il vous plaît, how do you say roll the clip en français? I'm not don't roll, say it? roll the clip is You don't say fine. it? Roll the clip is Okay. fine. I don't know. Roll the clip, s'il vous plaît. Je dirais que c'est un concept qui me parle beaucoup plus depuis les quelques dernières années. Ça fait 3 ans que j'habite en Ontario. Puis moi, je viens de Gatineau, Québec. Fait que depuis comme ces 3 dernières années, c'est la première fois que je vis, mettons, à temps plein en anglais. Puis c'est seulement maintenant que je commence à comprendre qu'il y a une grande différence entre les deux cultures, je trouve, puis qu'il y a une grande division entre les deux. Puis j'ai grandi à Gatineau. Fait que Ottawa, c'était toujours l'autre bord de la rivière. Fait que pour moi, c'est juste l'autre bord de la rivière. C'est pas un grand secret qu'il y a l'autre bord de la rivière, mais non. C'était un gros choc quand j'ai commencé à vivre à temps plein en anglais, en Ontario, que là, je suis comme « Ah! OK, c'est vraiment pas comme à la maison, c'est pas comme chez moi, c'est pas comme quand je suis chez ma famille, c'est différent. » Puis ça a été un gros choc. Puis surtout depuis que je commence à penser en anglais, c'est là que je me rends compte, OK, je sais plus vraiment qui je suis en anglais à cause de ça. C'est un choc parce que j'ai l'impression que une langue, ça change une personne. C'est comme moi qui parle en anglais, c'est pas la même personne qui parle en français. C'est bizarre de comme voir toute ta personnalité changer juste à cause d'une langue. Stéphanie, dans quelle mesure l'insécurité linguistique joue-t-elle un rôle décisif dans le fait de la séparation des deux côtés? On parle de la dualité, le côté francophone, le côté anglophone. Une espèce de rejet de facto par insécurité. Ouf, l'insécurité linguistique, d'une part, ça se vit au sein même de la communauté francophone, surtout. Et ça n'a pas vraiment à voir avec le regard de l'autre, en fait. Ça en vient un peu plus à ce que Yann disait tout à l'heure, c'est-à-dire le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Et le fait que chez les jeunes francophones, on a le sentiment, à certains égards, pour certains, que c'est plus facile de parler anglais. Qu'on a accès à une culture qui est plus facile à accéder en anglais ou que notre français est simplement pas assez bon parce qu'on fait trop d'erreurs et donc on s'auto-censure. Et chez beaucoup de jeunes bilingues, on ressent ce phénomène-là d'une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on a l'impression, puis le clip en témoignait un peu, on a l'impression d'avoir 2 différentes personnalités parce que nos référents culturels dans une langue et dans l'autre ne sont pas les mêmes. Et moi, j'ai tendance à faire cette blague-là quand j'enseigne en anglais. Je dis à mes étudiants, oh, you're getting a really crappy end of the deal here because I'm much funnier in French. Mais c'est un phénomène qu'on vit tous, en fait, quand on passe à notre autre langue. Mais pour les francophones en situation minoritaire, c'est un peu le phénomène renversé, c'est-à-dire que dans notre langue maternelle, on sent qu'on a plus de difficultés que lorsqu'on passe à la langue du majoritaire. Et ça, c'est exactement ce que je vois en Saskatchewan. C'est tout à fait troublant, oui. Oui, puis l'espèce de... Le bilinguisme, c'est magnifique, mais en fait, démêler les langues, ça peut être compliqué aussi. Puis cette espèce de bilinguisme soustractif, quand on grandit dans un environnement où les 2 langues sont continuellement mélangées, où on parle un certain français qui est truffé d'anglicisme, ça peut être difficile de trouver sa place et puis... ça peut effectivement fragiliser notre identité francophone. Puis, en fait, j'habite Québec depuis 11 ans, puis parfois, quand je suis fatigué, mon accent franco-ontarien va ressortir un peu plus. Et puis, on me dit « Ah, mais vous êtes anglophone ». Puis là, je leur dis « Ben non, je suis franco-ontarien, je n'ai pas nécessairement parlé anglais avant l'âge de 8 ans. » Mais dans leur idée, à Québec, un anglophone, c'est quelqu'un qui parle l'anglais et qui parle français sans accent. Parce que, en fait, les anglophones qui sont dans la région de Québec sont là depuis 2 siècles, puis parlent aussi bien français que vous et moi. Donc, leur définition d'anglophone, c'est quelqu'un qui est parfaitement bilingue.
Donc là aussi, là, dans la bulle, Ouais. dans le Québec français des 4 millions Serge, you know d'unilingues, what? c'est autre chose. They are running a stopwatch back in the control room, and we are 6 minutes more of French than in English right now. Oh my goodness, And then I let's think switch. it's almost entirely your fault. Une question un petit peu toujours sur ce thème, et c'est quelque chose qui revient assez souvent, que je vois souvent. Il y a beaucoup d'Anglo-Canadiens qui critiquent le français du Québec, mais eux-mêmes ne parlent pas l'anglais du Royaume-Uni, par exemple. Ma question est, encore une fois, une question ouverte pour vous quatre. Pourquoi voit-on une dévalorisation de la part des anglophones de ce français du Québec? Le réflexe impérial. Oui, c'est ça, mais c'est justement, et c'est peut-être au Canada aussi qu'on voit le français du Québec, ce n'est pas le français de France, et ce n'est pas nécessairement le français qu'on apprend à l'école non plus. Et au Québec, moi, je n'ai pas appris le français québécois à l'école. C'était le français de France. Les profs étaient de France. C'était pas parce que j'étais dans un système anglophone au Québec. C'était pas des franco-québécois qui m'enseignaient. Alors, mon français était différent. Et quand j'ai terminé mes études, je suis allée au collège. C'était là le français québécois qui était enseigné. Et c'est différent. Alors, je ne sais pas pourquoi on dénigrait ça, sauf que c'est peut-être, comme vous dites, imperial, snobbish. I don't know. It should stop, frankly. Because this exists also between, for example, the Holland and South Yeah, African, and like Yeah, between, you know, parts of languages that have evolved differently on different territories. So I think there's as much value to Quebec or French or French-Canadian French than there is for any dialect of the French language. I think what's challenging is that sometimes they look at the container, not the content. I'm thinking of an expression, le contenant et pas le contenu. That doesn't work in English. But it's kind of like a barrier where you're not in conversation anymore. It's like you're this other, right? You're Quebec. Yeah. You're an anglophone. You're francophone. Where I think it should be a point that would arise maybe much later in the conversation. We should be able to exchange and talk about things without there being an obstacle, and you know, without noticing errors right away, because some people are very annoying about correcting the way that other people speak French. And I mean, if it should be you know, in a spirit of generosity, maybe at some moment, if we think it could help someone. But I mean, if you're going to correct someone and you know, make them realize that they speak imperfect French, you should do it kindly and not too often. I'm not saying they correct and a lot of necessarily, but people, a lot of people are vicious. I'm not saying they necessarily correct them, but they just notice it. In French, you notice the mistakes. In English, like I correct my children in English when they get me and I wrong. Me and Ron, we're going to the store. No, it's Ron and I are going to go to the store. You know, to go back to the theme of the two solitudes, I think it's kind of a passé term now, because the two solitudes wasn't just linguistic. It was religious, Protestant, Catholic. Economic. It was economic. And that's kind of now the Québécois are much more self-confident. They took control. So they're not the poor second-class citizens they used to be in the time of Hugh MacLennan. Now they're much more confident. So all those barriers have fallen. Now, as Stéphanie said, religion is irrelevant now. The Anglophones are not Protestant anymore, or in a more completely irrelevant way, and nor the Québécois Catholic anymore. All the churches of Quebec are empty now. It's full of allophones at most, or homeless people. So those differences have all gone away. Only the languages remain as sort of like things that can't mix, because they can't. You speak one or the other. You really can't. But I think now English Canada, my sense is in Saskatchewan, is a sort of a healthy indifference. Let the Québécois do what they want, it's fine. I would suggest Le Québec doesn't separate now, because otherwise the Americans vont nous bouffer vivants. If Quebec separates and Canada splits up, he's going to eat up all of Canada. We really will become the 51st state, and Canada and Quebec will be what's left of Canada. Ok, sur cette note, je vous propose d'écouter notre deuxième voix additionnelle, qui est Tula Drimonis, auteur de We, The Others, Allophone, Immigrants and Belonging in Canada. Donc écoutons ce qu'elle a à dire. Sheldon, le floor est à toi. We are a country that constantly has these debates around language and debates around these two solitudes, or these so-called two founding nations. And I'll use air quotes because really, you know, it is still a country that is, these two founding nations required still the systematic erasure and repression of Indigenous communities here. So I think we need to be mindful of all these conversations and allow space for each person's priorities, what it is that they love and what they want to retain and what they want to value and respect.
being able to speak your mother tongue and to retain it or to share it with your children does not in any way negate not feeling Canadian or not feeling Quebecer or not feeling whatever it is, whatever province you tend to reside in. I think there is, in my experience as a trilingual Quebecer who is very proud of my Greek identity, very proud of my Quebec identity, and very proud of my Canadian identity, the ability to have multiple languages and multiple identities coexist within you, and they don't necessarily have to be at war with each other. And I think we have to have these conversations in a healthy, proactive, positive way to allow for people to be heard. Stephanie, has the whole French-English thing been superseded by multiculturalism now? Well, I think Tula makes a good point in bringing up Indigenous languages and cultures, which obviously in the concept of two solitudes were completely sidelined, and both Anglophones and Francophones came much too late to the realization that there were other languages, and not just other languages on this land, but languages that don't exist anywhere else, as opposed to French and English, who do exist in other places. But there is this cultural wealth that is native to this land that's been not only cast aside by imperial powers, but that we are at a threat of losing or have already lost in some cases. And we should have been, I think, far earlier in our history sensitive to these plights, quite frankly. On that point, the main thing I was thinking about before this show was striking that Two Solitudes is somewhat of an old-fashioned book that we should maybe consign to history. If we want a literary metaphor on the current situation, another novel we might use, whose title we might use, is Disgrace by J.M. Coetzee, a wonderful novel about South Africa and the relations there between the black and the white. To use the term disgrace would be much more useful. So the way the Anglophones in Quebec treated the Francophones, lording over them as if they were second-class citizens, that is a disgrace. However, the nationalist response of Quebecers was also a disgrace. So when Jacques Parizeau, when they lost the second referendum, and he said, why did we lose l'argent et le vote Money and ethnique? the ethnics. Money and the ethnic vote. That is a disgrace, an utter disgrace, to otherize, to turn to other the Anglophones, those who didn't vote to get them. That's a disgrace. The way we treated the Indigenous peoples of Canada is a disgrace. So the idea of using the word disgrace, because what we want is to come to a state of grace with the other. Cultural other, religious other, Muslims, Francophones, whatever you want. You want to be in a state of grace. You want your relations to be graceful, to exemplify grace. And if it's not, if you fall into disgrace, then that's a shame, and you have to work away from that. So that term, that using that novel, Disgrace, which is a fantastic novel, by the way, won the Booker Prize, the man won the Nobel Prize. Disgrace is a phenomenal novel, and a very subtle examination of the relations between blacks and whites in South Africa. So disgrace would be my suggestion of a better term to use in this ongoing debate. I like the idea of the novel. I don't like the title for one simple reason, is that it's this sort of negativity that we always are overlaying our history with in the last, I would say, decade and 2 decades, and on many levels. And I agree with you about the notion of how people were treated, and there is an element of disgrace. But faced with the political realities we are, the 51st state that Donald Trump would like to make us into, as a country, we need to rediscover the positives of our history and emphasize them. And I think bilingualism, ironically, as we're talking here, is one of those huge positives that we as a country should be proud of, and does make us not American. You know, Justin Trudeau said we're not American, but what does that mean? Canadian, bilingual, we are multicultural, we are a country that was founded by Indigenous people, but we are moving forward together because no one's leaving. And that's the difference in the decolonization, as we talk about, of Canada. You can't actually decolonize Canada because no one's leaving. It's not like colonies where French troops are expelled in Africa, for example, where there's a physical presence of the other that can be removed. We're all here together, so we've got to live together. And je pense que cette discussion un peu aussi, peut-être ça animerait un peu. Et je vous souhaite, I commend you. There, I lost my French. I commend you for holding it, parce que ça démontre comment les deux solitudes peuvent interagir sur un plateau commun. Well, we promised 3 exterior voices, 3 other voices beyond yours on the program, and we're going to hear from the third one right now. And we have referenced the Indigenous angle on this discussion as well. So let's hear from John Paul Chalikoff, who is an assistant professor in Anishinaabe Studies
at Algoma University in Sault Ste. Marie. He is a member of the Michipicoten tribe, First Nation, rather. And Sheldon, s'il vous plaît, relais. Language is more than just the sounds that we make and like words that come out of our mouths. It's also how we understand the world around us and how we express things, and a lot of the way that we understand and speak about and talk about, like language encapsulates that, right? Like it encapsulates the way we think, the way we understand, the way we take in and then output. Like language kind of captures all of that, right? And I think Francophone communities really understand that through the fight that they've had to do to maintain their language and culture, and that's I believe something what Indigenous communities are trying to do as well, and preserve our languages and cultures. And I'm working specifically in Ojibwe or Anishinaabe Moin preservation. It wasn't just kind of like passively lost over time, right? There was an element to languages kind of being ripped from our communities through policy and educational strategies to like remove these Indigenous languages from our families and our communities. And then to not just think about them as something in the past, but something in the present and the future, and to use them and to hear them. And yeah, it's like a very, very important thing. Yann, let me get you on this. Has the idea of two solitudes in the country essentially overlooked Indigenous communities and languages in Canada, in your view? Oh, completely. I mean, obviously, the novel is only about French and English characters. There's no mention of the Indigenous peoples of Quebec. And I think this incessant discussion that we've had because of separatism has completely ignored the Indigenous elements. And we saw that when Quebec wanted to separate under Parisot, and suddenly the Indigenous peoples of Quebec were saying, well, wait a second, if you separate, we don't want to go with you. We talk to the Crown, we want to, and suddenly the Quebecers, the nationalists were saying, oh, no. We're going to ignore you, which they didn't realize the irony of that they were trying to ignore the Indigenous people the way they claimed the Crown, the English Canada was ignoring them. They Apparently Canada was divisible, but Quebec was not. Exactly. So, yeah, I think the Indigenous people were completely ignored, and hence why I think this two solitude thing is a bit self-centered, and we got to widen the conversation. And, you know, what our guest, what you just said there, listen, in a perfect world, no languages would have been lost, and we'd all be, our language would be rooted to our culture. But that's, in a perfect world, there'd be no wars. The fact is, life is a tussle, life is a battle, and there are some winners and some losers, and we have to make the best of it. So, as I said, to me, what really you want to rescue is culture, is the ways of being. But the ways of being can be expressed in any language. The fact is, English, as I said, is spoken the world over with extraordinary variety. What you don't want to lose is culture, because once a culture is lost. It's like an animal species that is gone. A language can always retrieve something, can always change something. There's nothing unique to any language. This notion, for example, that, you know, Inuit languages have 40 words for snow. Well, 12. Okay, well, talk to any skier, and there'll be 40 ways in English to speak of different snow conditions. Yes. Languages can adapt. What you really want to save is culture, and that sometimes you have to do it in a foreign language. I gave the example of the Irish, who lost a lot of their Irishness, but they express now in English. They take a foreigner, the invaders' language. They lost their Celtic, and their Irish are so Irish, despite the fact that they speak English. To me, that's... Gaelic in Ireland is being revitalized as we speak. But if you go to Gaeltachts where they do that, I remember once speaking in a little southwest corner of Ireland, speaking to a young woman who went to school in Gaelic, and she hated it. Why? Because her English was spoken with an accent. She went to Dublin. She couldn't get a job. She was stuck in this little Gaeltacht because these old white men in Dublin wanted to revive Gaelic. But in Ireland, my experience, the Irish will say two little words in Gaelic and then switch to English. And they made her pay the price for their nationalism by saying, we'll teach you Gaelic, but you got to stay in your little corner. Language is also, language affects how your brain works and how you see the world and how you learn. And also, I mean, I'm thinking of Japanese, for example, which has 3 different vocabularies. And the children spend, I mean, there's I don't know how many thousands of characters. It's either katakana or hiragana, I can't remember which one, but it's so complicated. They spend their primary years just learning the alphabet. The discipline instilled by just learning an alphabet like that changes their
their way of being as a person. Japan's an extremely disciplined society. One of the reasons it starts actually with that and with the attention. So a language affects you as a person and how you even think of the world. Et quand moi je parle en français, je dirais je ne rêve pas en français. Je pense que j'ai jamais eu un rêve en français. I dream in English. Mais quand je parle en français, je me sens différente aussi et j'utilise des muscles différents dans ma tête et c'est impossible à vraiment expliquer, mais ça change la conception du monde. Alors, je ne suis pas convaincue qu'on peut séparer langue et culture de cette façon parce que la culture vient aussi d'un peuple, de sa langue. Si la langue meurt, il y a une partie de la culture qui meurt aussi. C'est ça, c'est une partie de ça. C'est un univers, c'est une façon de penser le monde. J'allais juste mentionner par rapport à notre dernier intervenant, s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est de ne pas faire sentir de la honte ou de la culpabilité à quelqu'un pour être en train de parler sa langue. Non, c'est sûr. Il me semble que ce serait le strict minimum qu'on pourrait faire comme Canadien, entre anglophones et francophones, avec des langues des Premières Nations, avec des langues qui viennent d'autres parties du monde. On devrait être ouvert et tolérant envers la présence d'autres langues sur notre territoire. À Saskatoon, il y a des écoles bilingues, anglais, langues autochtones, principalement le Cree. Alors, les langues autochtones sont en essor en Saskatchewan, qui est la plus forte majorité d'indigènes au Canada. C'est sans parler de leur autonomie politique, qui est tout un autre enjeu dont on pourrait se parler. Yann Martel, sur ces questions, vous êtes un auteur. Pour faciliter la fluidité entre les langues, je ne vais même pas dire juste l'anglais et le français, les langues en général, dans notre cas de figure, c'est cette dualité, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un petit peu la façon dont on enseigne aux enfants pour mêler justement des référents culturels communs, dont par la littérature? Oui, effectivement, la traduction, par exemple, de pays étrangers. Mais en fait, quand vous avez posé cette question, ma réponse instinctive, c'était Netflix. Ce qui va peut-être sauver la mise, c'est Netflix. Moi, ce que j'adore de Netflix, il y a bien qu'on peut détester de Netflix, c'est que maintenant, on peut regarder sur Netflix des émissions en plusieurs langues. Des séries en allemand, en espagnol, c'est du jamais vu. Avant ça, il y a la télé, il n'y avait que de l'anglais ou, si on voulait, du français, rien d'autre. Là, avec Netflix, il y a des séries entières dans des langues étrangères. Et donc là, c'est peut-être là l'attrait d'une langue étrangère. Si on regarde une émission qu'on veut vraiment regarder et c'est en espagnol et on se fatigue des sous-titres, bien là, on va commencer à entendre l'espagnol et peut-être qu'on va vouloir apprendre l'espagnol. Donc moi, ce que je dirais, ce qui va aider, oui, effectivement, c'est la traduction, c'est la valorisation des fabrications culturelles de ces autres langues. Donc, toutes ces émissions Netflix qui sont en espagnol, en allemand, en italien, ajoutent à l'attrait de ces langues. Donc, ça, c'est peut-être une des solutions, c'est rendre l'autre linguistique culturelle attrayant. Comment est-ce qu'on dit Netflix en français? Netflix. Moi, je pense qu'il y a une autre façon aussi, c'est de littéralement transporter les jeunes dans des milieux culturels et linguistiques différents. Et la majorité, c'est des échanges québécois. On sait qu'on veut prendre le français, on t'envoie à Jonquière pendant 4 semaines, l'immersion. C'est ça. Mais je pense que c'est plus que ça. On avait des programmes, le programme Katimavik, fameusement, qui est, je pense que ça n'existe plus, je ne sais pas, mais c'était une façon d'encourager les jeunes d'avoir une expérience culturelle et linguistique différente pour apprécier les diverses choses, et pour être envoyé dans une communauté franco-ontarienne ou autre, mais it's maybe utopic to say, but I think if every student in Canada had an experience in another part of the country that was linguistically, culturally different, we would be more united as But it is utopic, sorry. A language is a living thing. It's no point learning a language if you don't use it. It's like a muscle. If you don't use the muscle, it atrophies. I loved Katimavik. It's a brilliant program. You learn your French, but if you don't use it on a daily basis, it will wither away. That is true. And so how much effort do you want to put in it early on if it's not used in a living way? And to me, there's no solution to that. You can't force people to speak a language you don't want to. And I think there's a different reality between Southern Ontario, the prairies, and what we call the bilingual belt around Eastern Ontario, Northern New Brunswick, and Southern Quebec, where both languages are very present and people see daily relevance of learning that language, either professionally or socially. And it's the area where you find the most bilingual people. In Quebec today, 75% of Anglophones have learned French. Franco-Ontarians, 98% speak English. So, I mean, there's been a lot of movement towards bilingualism in those regions where it's culturally and daily relevant. Let's see if we can do a little better on that in our last couple of minutes here. Stephanie, and the point of this whole program, of course, is to bâtissons les
ponts, Les n'est-ce ponts. pas? Okay, C'est ça. we're trying to build some bridges here between French and English. Give us some ideas. How can we better do that going forward? Oh, so you're asking me to solve just that little problem. There we go. I'm Come asking on. you to solve Deliver. 160 years of French-English tensions in the next minute. Well, listening to each other a little bit more, I think. And I think this is a valiant effort at, participating in that. I do agree with Tasha, though, for kids. And I don't think a Team Avec exists anymore, but the Explore program does. And sending kids in a place where not only, do they get to put their French immersion to use, but to live the culture and to see people in real life who use that language and who live in that language, I think is useful. That will build respect. That will build respect. Yeah. As well, and personal bridges as well, and obviously, it's up to them after to keep up with it or not. We can't force their arm to watch Netflix in French, or to make those choices, but to avail them of those choices, I think, is the first step. This was so much fun. This was really great. We should do this again We should do sometime, it again. right? That's exactly what I was thinking. I like that. Yeah, okay. But we got to say goodbye now. Sandra, après vous, s'il vous plaît. Okay. I want to thank our guests, Stéphanie Chouinard, Serge Dupuis, Tasha Kheiriddin, and Yann Martel for joining us for this special crossover episode with our friends from TVO. Merci à nos invités et à vous à la maison qui nous ont suivis sur TFO ou sur TVO. And boy, have I got a headache from trying to listen to this much French. I have not had to do this since university. Anyway, it was a delight. Steve, we've proven we can do it. Je pense que oui. Et nous l'avons bien fait, je pense, n'est-ce pas? Tout à fait. Excellent. Okay, well, if we've convinced you to pay more attention to the other side, please check out our colleagues on TFO. Et pour vous tous, francophones qui étiez avec nous ce soir, je vous invite moi aussi à suivre l'excellent travail de nos collègues de TVO. That's it for us. Good night, everybody, and thanks for joining us. Bonne soirée à tous.